Ndongo, qui va revenir sur les perspectives de sortie de crise, de la dette, et vers quoi est-ce qu'il faudra aller. Alors, mais qui est Ndongo? Ndongo ne se présente plus, mais je vais le faire quand même pour les besoins de cet exercice. Parce que Ndongo, Dr Ndongo Samba Sylla, donc, est un économiste du développement. Il est aussi chercheur confirmé et ancien conseiller du président du Sénégal, sous Wade, donc pendant 3 ans, 2006-2009. Il a aussi travaillé comme chercheur au Centre d'études de l'emploi, au Fair Trade International et à la Fondation Rosa Luxembourg, ici à Dakar. Il est auteur de plusieurs ouvrages sur l'économie et la démocratie. Il est actuellement le directeur Afrique de la recherche et des programmes de l'International Development Economics Associates, IDES, qui est un think tank qui rassemble des économistes progressistes du Sud global. Alors, Ndongo a beaucoup écrit avec lui-même, mais aussi avec, Lamine l'a rappelé, d'autres chercheurs, mais il a aussi publié avec d'autres chercheurs d'autres universités au niveau national. Je vais d'ailleurs partager quelques liens dans le chat tout à l'heure. Mais nous allons d'abord écouter Ndongo lui-même, nous donner sa perspective de la question, quelles sont les voies et moyens de sortir de cette crise de la dette qu'il préconise. Ndongo, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Eliman. Bonsoir. Je rappelle à Ben qu'il faut donner la possibilité à Ndongo d'utiliser son écran parce qu'il souhaiterait partager avec nous quelques slides. Merci Ndongo, allez-y. Merci, Eliman. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Je me réjouis d'être dans ce débat très important sur la question de l'audit citoyen de la dette du Sénégal. Donc, je remercie les organisateurs, y compris Eliman, et aussi mes co-panélistes, mes grands frères et amis, Maud Lamine Sagna, avec qui on a écrit un certain nombre d'articles sur cette question de la dette du Sénégal, et aussi Abdou Cissé, avec qui nous partageons beaucoup sur les questions économiques et monétaires. Donc, je les salue. Et donc, j'avais fait une toute petite présentation, c'est juste des tableaux, des graphiques pour que les gens comprennent, parce que si on veut diagnostiquer un problème, il faut comprendre les tenants et aboutissants. Et donc, ce que je tenais à dire à l'entame, c'est que la dette en tant que telle, c'est pas une mauvaise chose. Parce que quand on dit dette, ça signifie quoi? C'est le cumul des déficits publics, sur un horizon donné. Donc, le déficit public, c'est quoi? C'est la différence entre les dépenses de l'État et ses recettes. Donc, des États qui doivent, en tout cas, émettre ceux qui disent que les déficits sont mauvais ou que la dette est une chose mauvaise, en fait, c'est parce qu'ils comprennent pas. Parce que souvent, ces raisonnements également découlent d'un manque de compréhension de comment les choses marchent au plan macroéconomique. Il y a souvent ce focus excessif sur les impôts et les taxes, qui sont des instruments importants, mais qui ne permettent que de redistribuer la richesse existante. Si on veut faire que les impôts et taxes sont des instruments très importants, mais en fait, ça ne permet que de redistribuer la richesse existante. Alors que dans notre cas, il faudrait augmenter la richesse. Et on augmente la richesse à travers une politique de crédit. Et donc, nous, généralement, comme on n'a pas de notre propre monnaie, on n'a pas de politique de crédit, on pense que tout se résout à travers les impôts et taxes. Ça, c'est une erreur. Et en fait, c'est le même paradigme qui existait dans la période coloniale, et ça, on en a parlé avec l'ami dans un article là-dessus. Et donc, la dette n'est pas une mauvaise chose en soi, et il faut toujours distinguer la dette en monnaie nationale, la dette en monnaie étrangère. Quand vous endettez dans votre propre monnaie, ce n'est pas une vraie dette. Et d'ailleurs, peut-être qu'un jour, on aura l'occasion d'y revenir. Aucun État n'est obligé de s'endetter dans sa propre monnaie. Parce que, contrairement à ce que les gens pensent, le secteur privé ne peut jamais financer un État souverain dans sa propre monnaie. La souveraineté monétaire, ça veut dire que l'État a le monopole de l'émission des signes monétaires.
Donc, aucun acteur du secteur privé ne peut financer l'État dans sa propre monnaie. Ça, il faut le comprendre. Peut-être qu'un jour, on en parlera. Donc, ça veut dire qu'un État souverain pourrait même ne jamais émettre de dette dans sa propre monnaie pour financer toutes les dépenses publiques tant que cet État a la capacité technico-matérielle de les réaliser. Donc, pour dire qu'il y a une différence majeure entre une dette en monnaie étrangère et une dette en monnaie nationale. Maintenant, quand vous avez une dette en monnaie étrangère, vous faites un pari sur le futur, que vous allez dégager des recettes d'exportation en dollars, en euros, en tout cas en devises fortes, qui vous permettront de rembourser votre dette en monnaie étrangère. Donc, c'est très différent. Et dans le cas d'une dette en monnaie étrangère, vous avez un risque de solvabilité parce que vous pouvez ne pas avoir les dollars que vous souhaitez pour payer votre dette. Ça peut être dû à des conjonctures diverses. Et donc, il y a une différence fondamentale entre une dette en monnaie étrangère et une dette en monnaie nationale. Et la plupart des pays riches, en tout cas des pays qui s'assument, etc., ont des dettes dans leur propre monnaie. Ce n'est pas vraiment des dettes. Et donc, ces pays ne font pas face à des crises d'endettement. Donc, nous, on fait face à des crises d'endettement parce que nous nous endettons souvent en monnaie étrangère. Et donc, c'est quelque chose qu'il faudrait même éviter. Mais on nous dit que les pays n'ont pas assez d'argent, etc., donc ils doivent émettre des dettes en monnaie étrangère. Ça, ce n'est rien y comprendre parce que quand on a son propre système financier bancaire et domestique, système financier bancaire domestique, on peut toujours créer les financements pour financer ce qu'on a la capacité technico-matérielle de faire soi-même. Et donc, ça, c'est le premier point que je tenais à dire, que quand on s'endette dans sa propre monnaie, c'est pas un véritable problème. Et donc, qu'aucun État n'est obligé même d'émettre une dette dans sa propre monnaie pour financer ses propres dépenses, et que s'endetter en monnaie étrangère, c'est exposé à des risques de solvabilité. Et donc, ici, dans ce qui suit, je vais me focaliser sur la dette en monnaie étrangère. Parce que la dette en monnaie CFA, même si le CFA est très contraignant, peut être gérée. Parce que ce qu'il faut, c'est juste que la Banque centrale fasse son travail. C'est-à-dire que faire en sorte que les taux d'intérêt soient inférieurs au taux de croissance nominale. C'est ce que font toutes les banques centrales. C'est pourquoi je n'insisterai pas là-dessus, parce que le problème le plus compliqué, à mon avis, c'est la dette en monnaie étrangère. Et je vais essayer de vous montrer ça à travers quelques graphiques et tableaux. Et donc, le premier point que je commencerai par faire remarquer, c'est que il y a beaucoup qui disent que il n'y a pas de dette cachée, etc., que c'est une invention. En tout cas, quand on parle de dette cachée, il y a au moins deux significations techniques. La première, c'est que c'est une dette qui n'a pas été approuvée par le Parlement, et ça, la Cour des comptes en a parlé. Et la deuxième signification technique, c'est que, en fait, c'est des passifs qui n'ont pas été, en tout cas, communiqués aux institutions financières internationales comme le FMI et la Banque mondiale, qui compilent les statistiques de dette dans tous les pays du monde pour les rendre comparables. Et donc, quand les gens disent qu'il n'y a pas de dette cachée, je voudrais remonter ce graphique-là. C'est un graphique que j'ai fait aujourd'hui et qui provient des chiffres, en fait, de la base de données du FMI, qui s'appelle World Economic Outlook, perspective de l'économie mondiale. Donc, cette base de données est mise à jour 2 fois par année, au mois d'avril, donc pour les réunions de printemps, et au mois d'octobre. Donc là, j'ai donné les 4 dernières mises à jour, avril 2024, octobre 2024, avril 2025, octobre 2025. Et donc là, vous voyez que, par exemple, en avril 2024, le déficit public du Sénégal, selon le FMI, était de l'ordre de 4%. C'est ce que le FMI avait mis. Mais quand ils ont mis à jour récemment, en octobre 2025, ils ont mis le déficit public de 2019, non plus à 4%, mais à 14%. 14%. Et on voit les mêmes corrections au niveau de la dette publique du Sénégal. Et donc, c'est toute la dette publique, le gouvernement central. Et donc, en 2019, sont les chiffres du FMI, hein, avril 2024, sont les chiffres du FMI, la dette du Sénégal en 2019, c'était un peu plus de 60%. Mais en octobre 2025, quand ils ont revu tout ça, c'est à plus de 80% pour 2019. Et donc, quand on regarde, par exemple, 2024, en avril 2024, on avait quelque chose de plus de 70%. Mais en octobre 2025, on était à plus de 128%. Et donc, quand les gens disent qu'il y a un changement de méthodologie, c'est pas vrai. Parce que le Sénégal n'a pas de pouvoir international pour pouvoir imposer au FMI et à la Banque mondiale de changer les critères juste pour le Sénégal. Et de cette manière, en fait, les données ne seraient plus comparables entre pays. Donc ça vient du FMI. Quand les gens disent qu'il n'y a pas de dette cachée, il faut leur montrer ce tableau. Donc, ça a été revu. Donc, au départ, on croyait que la dette, c'était de 60% en 2019, mais après, c'est passé à 80%. En 2024, on pensait que
la dette, en tout cas pour la version d'avril 2024, c'était un peu plus de 70%. Maintenant, on est à plus de 128%. Donc, la dette cachée, c'est ça sa signification. C'est une dette qui n'a pas été, en tout cas, communiquée comme il se doit. Et donc, maintenant, toutes ces organisations ont mis à jour leur base de données, y compris la Banque mondiale, qui a aussi publié son dernier rapport sur la dette internationale avec des chiffres mis à jour. Parce que la dette cachée ne concerne pas seulement la dette en monnaie CFA, mais aussi la dette en monnaie étrangère, comme on peut le voir dans le dernier rapport de la Banque mondiale. Et donc, là, en fait, le graphique qu'on a, c'est l'évolution de la dette extérieure totale du Sénégal. Quand on dit dette totale, c'est la dette privée qui peut être contractée par les entreprises multinationales et autres entités privées, plus la dette publique. Et donc, on se rend compte de quoi? En fait, dans les années 70, c'était à peu près 100 millions de dollars. Mais chaque décennie, la dette a augmenté. Donc, en 1980, on était à 1 milliard, 90, 3 milliards, 2000, 3 milliards. Après 5 milliards en 2011. Entre 2011 et 2023, on est passé à 38 milliards. Et 2023 et 2024, 41 milliards. Ça, c'est les chiffres de la Banque mondiale, en fait. Et j'ai fait ces graphiques aujourd'hui même. Et donc, on voit que la tendance, elle est linéaire. En fait, chaque régime, chaque décennie, la dette augmente. La seule fois que ça a baissé, c'était quand il y a eu l'annulation de la dette, au milieu des années 2000. C'est-à-dire quand il y a eu l'initiative Pays pauvres très endettés et l'initiative d'allègement de la dette multilatérale. C'est là où on est passé de 3 milliards à 2 milliards. Mais on a vu que par la suite, ça a augmenté prodigieusement. Et donc, quand on exprime ça en termes de revenu national brut, revenu national brut, c'est un concept qui est proche du PIB. C'est différent, mais c'est proche du PIB. On voit la même tendance linéaire. On est passé de 11% entre la dette extérieure totale, publique et privée, en 1970 à 130% en 2024. La seule fois que ça a diminué, c'était entre 2000 et 2006, quand il y a eu l'annulation de la dette. Et donc, ici aussi, j'ai essayé de comparer le niveau d'endettement du Sénégal par rapport à tous les autres pays qui sont dans la base de données de la Banque mondiale. Donc, les pays qu'on appelle pays à faible revenu, à revenu intermédiaire. Il y en a plus de 120. Et donc, là, on se rend compte qu'entre 2011 et 2023, c'est-à-dire, grosso modo, sous le régime de Macky Sall, la dette totale du Sénégal en proportion du produit national brut, revenu national brut, a augmenté de 99 points. Et donc, c'est en tout cas la troisième évolution la plus élevée à travers le monde sur cette période. Donc, le premier sur ce graphique, c'est le Mozambique. Et le Mozambique, c'est pas une surprise parce que c'est un pays qui s'est lancé dans la production d'hydrocarbures, mais c'est un pays qui a aussi été affecté par un scandale de dette cachée, donc à partir de 2016. Et donc, le Liban, c'est un pays qui est dans une crise permanente. Et aussi le PIB a lourdement chuté, etc. Et donc, le Sénégal fait partie du trio de tête des pays qui ont connu le rythme d'endettement le plus effréné durant cette période. Donc, 99 points de revenu national brut entre 2011 et 2023, donc une période de 12 ans. Donc là, c'est la dette publique extérieure, non plus la dette totale, mais sur la même période. Mais c'est les mêmes tendances. C'était 100 millions dans les années 70, 100 millions de dollars. Et on est passé à 25,1 millions de dollars en 2024. Et donc aussi la tendance, elle est linéaire. La seule fois que la dette en absolu a baissé, c'est quand elle a été annulée, entre 2000 et 2006. Mais après 2006, c'est reparti de plus belle. Donc quand on regarde ça aussi en termes de relatifs, c'est-à-dire dette publique extérieure sur revenu national brut, on voit la même tendance. C'est-à-dire qu'on était à 9% de dette publique extérieure sur RNB, à 80% en 2024. Donc, la dette était de 54% du RNB, dette publique, c'est en 2000. Quand ça a été annulé, on était retombé à 14%. Mais après, ça a augmenté, surtout entre 2011 et 2023. Donc, ça a augmenté de 55 points de RNB. Et donc, ce que j'appelle ici dette publique extérieure, c'est une catégorie classique. En anglais, on dit public and publicly guaranteed debt. C'est-à-dire la dette qui est émise par l'État et la dette qui est garantie par l'État. Ça, c'est une catégorie standard qu'on va trouver à chaque fois mesurée pour tous les pays dans la base de données de la Banque mondiale. Et donc là, on a le service de la dette publique extérieure. Parce que ce que j'ai montré jusqu'à présent, c'est le stock. C'est-à-dire à tel moment, 2024, combien le Sénégal doit au reste du monde, par exemple. Ça, c'est le stock. Mais le service de la dette publique, c'est combien on paye chaque année. Donc, c'est un flux.
tout à l'heure, j'ai parlé des stocks, mais là, c'est un flux. Combien on paye chaque année? Et donc, ce qu'on a payé chaque année au titre du service de la dette publique extérieure, entre 2012 et 2023, ce sont les chiffres de la Banque mondiale, c'était 7,3 milliards de dollars. Et donc, rien que pour la période 2024-2026, le Sénégal va payer 9,5 milliards de dollars. Donc, en 3 ans, on paye plus que en presque 12 ans, 2012-2023. Entre 2026-2028, on va payer 10 milliards, principal plus intérêt. Les intérêts sont très faibles, donc l'essentiel, c'est du principal, c'est-à-dire c'est des sommes qu'il faudra réemprunter pour pouvoir payer la dette existante. Et donc, sur 2024-2028, toute cette période, c'est-à-dire le premier mandat du régime actuel, donc c'est 15 milliards de dollars qui doivent être payés au titre du service de la dette publique extérieure. Ces chiffres n'incluent pas la dette en monnaie CFA ou les arriérés de paiement vis-à-vis du secteur privé. C'est juste la dette en monnaie étrangère. Donc, 15 milliards qu'il faudra payer sur ce premier mandat 2024-2028. Et donc, ces 15 milliards, c'est 2 fois plus que ce que le Sénégal a payé comme service de la dette entre 2012 et 2023. Et donc, quand on essaie de comparer ça en termes absolus par rapport aux autres pays africains, qu'est-ce que ça donne? Donc, on se rend compte que le Sénégal est le 7e pays, en fait, pour l'Afrique subsaharienne, qui va débourser en termes de service de la dette publique extérieure. Et donc, vous allez voir sur ce graphique entre 2024 et 2028, l'Afrique du Sud, par exemple, va payer un service de la dette de 57 milliards de dollars, suivi de l'Angola 53 milliards, Nigeria 28 milliards, Kenya 21,5 milliards, Éthiopie 19,4 milliards, Côte d'Ivoire 19,3. Tous ces pays ont fait une économie beaucoup plus large que le Sénégal, mais le Sénégal va payer 15 milliards sur cette période. Maintenant, quand on compare ceci avec la taille respective des pays, voici ce que ça donne. C'est-à-dire que il n'y a que l'Angola qui nous devance. L'Angola, en fait, en 2024 et 2028, va payer un service de la dette qui représente 72% de son revenu national brut de 2024. Le Sénégal va payer en 2024 et 2028 un service de la dette publique extérieure qui représente 48% de son revenu national brut de 2024. Et donc, souvent, les gens pensent qu'il y a des choses qu'on peut faire au niveau du marché sous-régional. Là également, il y a des limites. Pourquoi? Parce que peut-être que tout à l'heure, je vais en parler, parce que nous sommes dans un cadre d'un régime de change fixe. Et donc, il faut que la Banque centrale accumule des réserves pour défendre le taux de change fixe. Et donc là, vous vous rendez compte que les autres pays CFA de l'UEMOA sont également lourdement endettés. Les 8 pays de l'UEMOA, entre 2012 et 2023, ont payé un service de la dette de 32,8 milliards de dollars, tous les 8 pays. Et donc, entre 2024 et 2028, ils vont payer presque 48 milliards de dollars de service de la dette publique extérieure. Là également, ce chiffre n'inclut pas la dette en monnaie CFA. Et donc, vous allez voir que c'est la Côte d'Ivoire qui est en tête, suivie du Sénégal et du Bénin. Donc, ça veut dire que les pays CFA de l'UEMOA, en fait, vivent aussi, en fait, une période très, très difficile en termes de paiement du service de la dette. Ils n'ont jamais été confrontés de leur histoire à un service de la dette aussi élevé. Donc, le défi ne se pose pas seulement pour le Sénégal, il se pose également pour la Côte d'Ivoire, le Bénin, et dans une moindre mesure dans les autres pays. Et donc, voici le tableau de service de la dette de ces pays. Donc, la Côte d'Ivoire, entre 2026 et 2028, va payer 11,4 milliards de dollars de service de la dette. Le Sénégal, 10 milliards de dollars. Le Bénin, 3,1 milliards, etc. Et donc, maintenant, ce qui est important de montrer, c'est que le Sénégal, en ce moment, est dans une situation pire que la plupart des pays qui ont déjà fait défaut ou qui sont déjà passés par la case FMI. Ghana, Éthiopie, Kenya et Zambie. Par exemple, vous allez voir que, parce que la dette en monnaie étrangère, elle se paie en monnaie étrangère. L'argent qu'on peut prendre sur le marché financier de l'UEMOA, les CFA, ça ne permet pas de payer la dette en monnaie étrangère. La dette en monnaie étrangère se paye en devises fortes, dollars, euros de manière générale. Donc, c'est pas vos CFA ou les taxes auprès des populations en CFA qui permettent de payer la dette en monnaie étrangère. Il faut, des devises. Et donc, le Sénégal est un pays déficitaire. C'est-à-dire, depuis au moins 1967, nous n'avons jamais eu de balance commerciale à l'équilibre. Et donc, la balance commerciale a toujours été déficitaire. Et les comptes extérieurs de manière générale ont été déficitaires. Ça veut dire que nos exportations ne suffisent pas à payer nos importations déjà.
Mais là, on se rend compte qu'en 2010, le service de la dette publique extérieure, c'est-à-dire le principal plus les intérêts, le flux, c'était 4,3% de nos recettes d'exportation. C'est passé à 23% en 2024. Et donc, vous avez vu que dans certains pays, comme par exemple l'Éthiopie, en 2020, c'était 25,8%. Mais après, les discussions avec les FMI, tout ça, ça a diminué jusqu'à 9,2%. Les Kenyans, malgré les difficultés, en tout cas, les pourparlers avec les FMI, on voit que c'est toujours élevé, 25,4%. La Zambie, qui est le premier pays à faire défaut après, en fait, au moment de la pandémie, on voit que maintenant c'est à 5,4%, alors que ces pays sont dans une situation encore très difficile. Mais c'est des pays qui sont dans une situation moins compliquée que le Sénégal, qui n'a pas encore fait défaut. Et donc maintenant, quand vous rapportez le stock, c'est-à-dire ce que le Sénégal doit comme dette vis-à-vis de l'étranger, à nos revenus d'exportation, on voit que c'est passé de 92% entre le stock de la dette et les revenus d'exportation. Le 92% en 2010 à 305%. C'est-à-dire que la dette que nous devons à l'étranger en ce moment représente au moins 3 fois nos revenus d'exportation. Et donc, en Éthiopie, c'était 400% en 2020, mais ça a diminué après les discussions avec les FMI et autres. Et donc, dans le cas de la Zambie, on a vu aussi que quand ils ont fait défaut, c'était 175% de leurs revenus d'exportation. Mais par la suite, ça a diminué jusqu'à 120%. Et donc, tout ceci, ce que ça montre, c'est que le Sénégal est dans une situation très, très, très compliquée quand on se limite juste à la dette extérieure. Donc, je parle même pas de dette cachée, non cachée, parce que ce qu'il faut considérer, c'est la dette dans son ensemble. Et donc, comme la dette en monnaie étrangère, ça paye en monnaie étrangère. Donc, avec Lamine, quand on a écrit, on a dit que la dette était impayable dans un sens précis. C'est-à-dire que le Sénégal n'a pas les liquidités en devises pour pouvoir payer cette dette. L'UEMOA, dans son ensemble, n'a pas les liquidités en devises pour payer cette dette. La seule manière de payer cette dette, c'est de s'endetter en monnaie étrangère pour payer cette dette existante. Mais vu qu'on a dégradé la note du Sénégal, il est très probable que les taux d'intérêt ou les rendements sur les obligations que nous lançons vont être en fait plus élevés que les rendements auxquels on a eu droit de par le passé. Et donc, c'est en ce sens que cette dette est impayable. Parce qu'il y a, le Sénégal n'a pas les capacités de payer ces liquidités-là. En fait, ce service-là dette. Parce qu'une fois de plus, l'argent qu'on collecte en termes de taxes, c'est peut-être bon pour payer des dépenses en CFA, des dettes en CFA, mais cet argent ne permet pas de payer la dette en monnaie étrangère. Donc, la dette en monnaie étrangère, comme nous ne l'avons pas à travers nos exportations, il faut s'endetter pour pouvoir le payer. Donc, c'est dans cette situation-là. Mais ces niveaux d'endettement, même si on nous prêtait l'argent et qu'on les rembourse, en fait, ça veut dire qu'on va mobiliser notre surplus économique, tout ce qu'on va créer, pour mettre ça, pour payer des dettes sur des générations. Ça veut dire qu'il n'y a aucune, en fait, il n'y a pas de possibilité pour le Sénégal de payer cette dette sans, en tout cas, porter un dommage considérable à la prospérité du Sénégal et des Sénégalais. Ça, c'est sûr. Ça veut dire que, premièrement, nous n'avons pas la capacité de payer cette dette-là. Objectivement, nous ne l'avons pas parce que c'est une dette en monnaie étrangère. Deuxièmement, à supposer que les investisseurs et autres veuillent nous prêter cet argent pour rembourser, ça veut dire qu'à long terme, notre économie va en souffrir. Et donc, c'est cette situation dans laquelle nous sommes. Et c'est une situation qui requiert un certain courage politique et aussi dire la vérité parce que ce sont des éléments comme ça, en fait, qui nous permettent de faire un bon diagnostic. Mais généralement, on n'en parle pas. On parle juste de dette cachée de manière générale, alors qu'il faudrait considérer la dette dans son ensemble, y compris également la dette privée, parce que la dette privée également a connu des évolutions extraordinaires. Et on peut faire l'hypothèse que ça cache des flux financiers illicites et autres pratiques d'évasion fiscale. Donc, il faudrait regarder toutes ces dettes publiques et privées de 2012 jusqu'à maintenant dans une perspective citoyenne, parce qu'on a vu qu'il y a eu beaucoup de failles à plusieurs niveaux. Ce qu'il faut également dire, parce que les gens pourraient penser que maintenant que le Sénégal exporte le pétrole et le gaz, ça va changer la situation. Ça ne changera pas la situation de la solvabilité extérieure du Sénégal. Pourquoi? Parce qu'il suffit juste de regarder ce que le gouvernement prévoit comme recette revenant comme recette publique dérivant des exportations de pétrole. Selon les derniers documents que j'ai vus, le gouvernement sénégalais anticipe des recettes provenant du pétrole de 229 milliards entre 2026 et 2028. 229 milliards de francs CFA. Et là, on vous dit que entre 2026 et 2028, il faudra payer 10 milliards de dollars au terme du service public
au service de la dette publique extérieure. Et donc, 10 milliards, c'est plus de 5600 milliards de francs CFA, 10 milliards de dollars. Et donc, là, on vous dit que sur 3 ans, vous allez avoir 228 milliards. Donc, ça veut dire qu'artificiellement, les exportations de pétrole et gaz vont cacher, en tout cas, vont diminuer notre solde court, le solde de notre balance commerciale, qui va devenir moins déficitaire artificiellement. Mais dans la réalité, ça n'augmente pas notre solvabilité. Parce que l'argent du pétrole et gaz va sortir du Sénégal sous forme de rapatriement de profits et de dividendes. Donc, ça veut dire que les recettes du pétrole, pour le moment, ne financent aucune importation et ne permettent pas de payer la dette du Sénégal. Donc, ça veut dire que pour l'instant, le pétrole ne change pas la situation du Sénégal. Et donc, tout ceci pour dire que cette dette, elle est objectivement impayable. La seule manière de la payer, c'est que d'autres vous prêtent cet argent pour payer cette dette sur des décennies et que vous nuisiez à vos perspectives de développement économique. Donc, voici ce que je tenais à dire dans un premier temps, partager tous ces chiffres pour que les gens puissent camper le décor et aussi se rappeler que la dette en monnaie étrangère se paye en monnaie étrangère. Ce n'est pas les CFA de taxes et d'impôts qui vont payer une dette en monnaie étrangère. Merci beaucoup. Beaucoup. Merci, Liman.